Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre en ce lundi 12 novembre sur le plateau d'Informatique News pour décrypter l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour analyser l'actualité de la semaine, je suis comme chaque semaine en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, comme d'habitude maintenant, on passe d'abord en revue rapidement quelques news qui ont retenu notre attention. Première news, AMD qui annonce de nouveaux, alors à la fois processeurs et GPU. Hein. Alors nouveaux, plus ou moins nouveaux d'ailleurs. Oui, alors on va se concentrer plutôt sur les... Donc l'information importante, c'est que finalement c'est des annonces pour le data center. Et c'est pas pour les laptops ou les ordinateurs du bureau. Et donc c'est intéressant parce que c'est les annonces d'accélérateurs des GPU Radeon à 7 nanomètres. Donc ça aussi c'est intéressant parce que quand Apple avait sorti son iPhone, la 12, là c'était du 7 nanomètres. Intel arrive aussi sur le 7 nanomètres. Donc on est passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, de 22, puis 14, puis 10, puis 7, puis 5. Pourquoi ces chiffres un peu bizarres? C'est parce qu'en fait il faut que ce soit un carré. Et donc c'est 1 sur racine de 2, donc c'est 0,7, donc on divise, on multiplie par 0,7 à chaque fois. Donc la prochaine étape, ça va être 5. Évidemment, la loi de Moore va nous rattraper parce qu'il y aura une barrière qui va arriver assez prochainement. Intel a du mal, a du mal depuis un certain temps, oui. Et donc effectivement, la prochaine barrière, en dessous des 7 nanomètres, il va falloir changer de technologie des transistors. Et donc c'est intéressant aussi à double titre parce que c'est l'arrivée d'AMD, enfin pas l'arrivée, mais la montée en puissance d'AMD sur le data center, l'importance de plus en plus grande des GPU, pas seulement des microprocesseurs, mais des GPU dans le changement des architectures des serveurs. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, on avait aussi parlé des ambitions d'ARM dans le domaine des serveurs qui, à horizon 2020-2022, avaient des ambitions significatives. Donc, le monopole d'Intel sur les serveurs va peut-être être remis en cause assez rapidement. Alors là, on change complètement d'univers maintenant. On parle des telcos avec une question qu'on peut se poser, notamment en regardant le modèle d'un Orange Business. Est-ce que les telcos qui visent les professionnels vont tous devenir des ESN? Oui, alors c'est une analyse d'un cabinet anglais qui s'appelle Analysys Mason. Et effectivement, ils ont observé ces dernières années, c'est plutôt les telcos en Europe, et ils ont observé, enfin c'est relativement simple, un certain nombre d'acquisitions d'ESN par les telcos. Si on prend le cas d'Orange, par exemple, Orange Business Services, puisque finalement c'est la partie ESN d'Orange, ils ont racheté Business Decision, et ils ont racheté une société allemande, Bestfarm, qui ont des activités de services. Et la raison, alors il y a deux idées, c'est les telcos, enfin les télécoms, les opérateurs télécoms procèdent par rachat de plus en plus, parce que finalement c'est plus facile. Et puis deux, c'est pas des rachats dans des domaines un peu au hasard, il y a beaucoup de rachats justement dans ce domaine du service. Et la raison en est relativement simple, c'est que finalement la rentabilité de l'activité dans le domaine du service est supérieure à celle dans les télécoms traditionnels. Donc ceci explique cela. Et donc c'était intéressant à noter. Alors on reste toujours dans le domaine des telcos finalement, puisqu'on parle des smartphones, avec une étude qui montre que les entreprises accélèrent leur investissement en la matière. Oui. Alors smartphone, iPad, effectivement. terminaux mobiles, on va dire. Donc c'est une étude qui montre qu'à horizon 2022, finalement, les ventes de mobiles, en France, représenteront 50% de l'achat des mobiles. Et donc, évidemment, au début... Les ventes de mobiles aux entreprises, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Et donc, au début, le mobile, c'était vraiment un outil de particulier, si je puis dire. Et puis, de proche en proche, il est arrivé dans l'entreprise. Et maintenant, il est clairement en train de... Pas remplacer, parce que on a bien compris que taper du texte sur un mobile, c'est pas particulièrement simple, ou même trafiquer un tableau Excel, ou enfin faire des manipulations, faire de la production sur un mobile, c'est pas très... Mais en tout cas, pour la consultation. Et donc, maintenant, il va arriver au même niveau que le PC, avec évidemment la nécessité d'accéder aux applications d'entreprise. Donc c'est un changement qui est quand même assez significatif et qui intervient alors que les derniers chiffres de vente des mobiles, là c'est au niveau mondial, est en baisse, des smartphones. Et la raison en est simple, c'est qu'on en a vendu tellement ces derniers temps que c'est un marché de renouvellement maintenant, et donc ça se renouvelle moins vite. Alors justement, puisqu'on parle du marché des smartphones, Samsung finalement tient
peut-être là l'occasion de renouveler le marché, parce qu'ils ont annoncé alors c'était une conférence développeur, annoncé voilà, c'est ça. Smartphone pliable. Alors il a été présenté dans des conditions assez particulières, puisque apparemment, effectivement, c'est une conférence développeur, et la personne de Samsung qui présentait était un peu dans la pénombre, donc pas pour trop montrer Bon, c'est un peu le serpent de mer, hein, on en parle depuis déjà, je crois que la première fois c'était en 2011, 2012. Bon, c'est une prouesse technologique assez forte. C'est un smartphone, en gros, il y a un écran, puis on ouvre, et en gros, il y a un deuxième écran qui est plus grand. Donc c'est à la fois... Alors vous savez, il y a eu les phablettes, il y a eu enfin tout un tas de choses. Et donc là, je ne sais pas quel nom on va lui donner. Toujours est-il que pour l'instant, c'est qu'un prototype. Donc c'est un smartphone qui se transforme en tablette et qui peut avoir 3 applications en parallèle, ou une application en fonction de ce qu'on veut en faire sur le petit écran, le grand écran. Enfin bon, il y a tout un tas de possibilités. La technologie de l'écran interne, c'est du polymère. Et puis il y a l'élément important, c'est la pliure. La pliure. Et donc ça, c'est une espèce d'adhésif particulier qui fait qu'on peut le plier et le replier des milliers de fois. Donc ça, technologiquement, apparemment, ça arrive. Maintenant, l'utilité, l'OS qui va suivre, quelle fonctionnalité. Finalement, à quoi ça sert? Vous vous souvenez, il y avait eu plein de bonnes idées qui sont finalement... Rappelez-vous les netbooks, ça devait remplacer les laptops. Et puis, ce matin, je me souvenais même plus du nom que ça portait. Les PDA. Les PDA, pareil, évidemment, les smartphones sont devenus des PDA connectés. Donc bon, prouesse technologique, mais qu'est-ce que ça va donner? On verra. On va attendre de voir. Et puis, on conclut ce passage en revue de l'actu par une acquisition, une acquisition potentielle, puisque Thomas Bravo, qui est un fonds assez actif dans le domaine des nouvelles technologies, s'intéresserait à Symantec. Absolument. Et donc là, c'est un gros morceau. Donc Thomas Bravo a déjà quelques acquisitions dans le domaine de la tech. Il y a Kulik, il y a Barracuda, il y a Imperva. Et pas mal dans le domaine de la sécurité. Ils avaient racheté aussi l'activité logicielle de Lexmark. Ils ont déjà racheté une partie de l'activité de Symantec, Symantec Identity Services. Et donc là, c'est le rachat potentiel, puisque pour l'instant, c'est encore des bruits qui courent. Donc c'est une grosse acquisition, et qui renforce un peu l'idée qu'on a développée régulièrement, c'est que maintenant, l'entrée en bourse est fortement concurrencée par des acquisitions de fonds d'investissement. Sachant d'ailleurs que finalement, comme ils ont ils ont plusieurs activités, plusieurs entreprises sur le domaine de la cybersécurité, on peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à fusionner tout ça? Bon, mais ça, pour l'instant, c'est un peu tôt. Très bien. Alors on en vient au sujet de la semaine, qui est ici un sujet qui va concerner de près nos lecteurs, parce que les budgets IT, alors on entend dire que l'IT c'est au cœur de la transformation de l'entreprise, mais force est de constater qu'au niveau des budgets, c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors c'est une étude qui a été faite par le cabinet Insight, qui en fait montre 2 idées principales. C'est que, il y a une bonne partie, c'est la moitié des DSI qui ont été interrogés, qui ont un petit peu de mal à suivre l'évolution dont on parle en permanence, la transformation numérique, et qui ont un peu du mal à suivre, en gros, de bien comprendre quel va être leur rôle dans ce qu'était l'informatique auparavant et cette nouvelle informatique élargie qu'on appelle transformation numérique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, la moitié d'entre eux disent que les budgets sont en berne. Donc en berne, ça veut dire ils sont étals. Au mieux. Donc je dirais, ça pose quand même un problème, et donc les technologies ou les domaines sur lesquels ils souhaiteraient que ça évolue et que les entreprises investissent, on les connaît, hein, c'est les fameuses SMAC là. Alors SMAC, sauf les réseaux sociaux d'entreprise, finalement c'est quelque chose qui se développe pas tellement, faut le dire, mais tout le reste, le mobile, le cloud et tout ça, la sécurité, ça se développe, et l'analytique, ça va très vite. L'autre élément important, c'est que l'idée de cette informatique bimodale, dont le Gartner était un peu le précurseur en termes de nouvelles notions, cette informatique bimodale, donc en gros, c'est tout ce qu'il y avait dans le data center, et puis bon, les terminaux et les PC raccordés, et puis tout le reste, c'est-à-dire les relations avec les clients, etc. Donc cette partie de transformation numérique, cette informatique bimodale aurait tendance
à se mettre en place dans les entreprises. Et donc, ce n'est plus qu'un schéma intellectuel du Gardner, ça devient une réalité. Voilà, c'est ça devient une réalité. Et apparemment, les entreprises dans lesquelles ça s'est passé, les DSI sont plutôt, je dirais, assez confortables avec cette nouvelle évolution. La question qui est, c'est finalement quel est le rôle de la DSI dans tout ça. Et en fait, si on regarde un peu dans la période passée, il y a eu plusieurs... Enfin, rappelez-vous, quand finalement l'informatique était dans une salle ordinateur, et puis on sortait de là, il n'y avait plus d'informatique. Les PC, les tableurs, etc. sont arrivés, et dans un premier temps, ils ont échappé à l'informatique. Et puis, c'est les métiers qui achetaient des PC. Voilà, et puis, ils ont été au fur et à mesure. Ils ont été mis en réseau. Après, il y a eu les mobiles. Il y a eu les mobiles qui sont arrivés, on vient de le dire. Au début, ils étaient un peu des électrons libres, et là, petit à petit, ils font partie du SI. Et donc, je dirais que de proche en proche, toutes les initiatives qui ont été faites avec des responsables de la transformation numérique qui rapportaient pas au DSI, mais à mon avis, enfin, c'est qu'un avis, mais au fur et à mesure, tout ça va se normaliser un peu, et donc la DSI va reprendre un peu je dirais pas nécessairement la responsabilité immédiate, mais en tout cas la conduite générale de cette transformation numérique. Ça paraît relativement raisonnable, ou en tout cas c'est ce qui pourrait se passer. Très bien, écoutez, on restera sur cette conclusion, on aura forcément l'occasion d'y revenir. Ça c'est pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, un forum sur la gouvernance de l'Internet, un programme. Oui. Un sujet évidemment important. En fait, la semaine, on ne vous a pas échappé qu'hier c'était le 11 novembre, et donc cette semaine, il y a des célébrations qui vont être faites. Donc il y a le forum de la paix, donc ça ne nous concerne pas trop. Pas trop, non. Bien que, enfin on ne sait jamais. C'est toujours mieux. Et puis il y a donc ce forum de la gouvernance d'Internet, donc qui va se tenir à Paris. Et puis il y a aussi un forum GovTech, donc c'est l'utilisation des technologies pour les gouvernements. Donc trois forums qui vont se tenir en même temps à Paris, donc on pourrait dire que cette semaine, Paris est la capitale le centre mondial de la tech. Enfin, j'utilise pas le mot centre mondial parce que ça rappelle des souvenirs un peu bizarres. Et puis on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Qu'est-ce que c'est ? Alors le coup de gueule, en fait, c'est une enquête qui a été faite par Konica Minolta, et qui en fait auprès des PME, et qui avance l'idée simple que finalement la technologie n'apporte pas la simplification qu'on aurait espéré qu'elle apporte. En gros, on passe beaucoup trop de temps à faire les choses avec technologie. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle l'overhead. Enfin, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur l'application et non pas sur le fonctionnement du système. Et les gens sont un peu frustrés avec ça. Mais malgré tout, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. L'onboarding est un peu compliqué. Écoutez, suite au prochain épisode. En attendant, pour nos lecteurs qui sont intéressés par l'actualité, je rappelle que vous recevez cette semaine Karine Brouwerignoux, qui est la patronne de Red Hat. Alors évidemment, ça tombe bien, puisque on a annoncé il y a quelques semaines le rachat plus exactement de Red Hat par IBM, donc ce sera l'occasion de voir avec elle les impacts à court et moyen terme de ce rachat, qui est évidemment assez transformant pour les deux entreprises. En attendant, bonne lecture, bonne semaine, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci.